préparer en philosophie pour affronter les examens officiels. Bah là, ça concerne seulement les élèves en classe de terminale. Bonjour monsieur Ngapour Momino, je disais que votre prénom me plaît bien. Ici on a une question traditionnelle, comment apprendre cette matière dite de fou? Comment lire une épreuve de philosophie? Le contact avec l'épreuve de philosophie commence par la lecture. Et la lecture d'une épreuve de philosophie n'est ni une lecture journalistique, ni une lecture biblique. Autrement dit, ce n'est pas une lecture rapide, ce n'est pas aussi une lecture lente. C'est une lecture modérée, une lecture silencieuse, parce que le candidat lit sans ouvrir la bouche, mais il fait une lecture silencieuse, posée, modérée, afin, n'est-ce pas, de s'imprégner des informations scientifiques contenues dans l'épreuve en question. Voilà, monsieur, dites-nous, qu'est-ce qui est déterminant pour le choix d'un sujet en philosophie? D'accord, nous allons commencer par présenter la structure d'une épreuve de philosophie. Tout à fait. Une épreuve de philosophie contient 3 sujets. Donc, le premier sujet porte sur une question, on l'appelle sujet de type question, c'est une question ouverte. Et le deuxième sujet porte sur la pensée d'un auteur, on l'appelle le sujet de type citation. Et le troisième sujet porte sur un test. Lorsque ça concerne les littéraires, on parle de commentaires philosophiques de test. Lorsque ça concerne les scientifiques et les techniciens, on parle d'un exercice sur test. C'est-à-dire on propose un test et on pose des questions par rapport au test. Mais quant à ce qui concerne les littéraires, on leur donne un test et le libellé est assez simple. Dégager l'intérêt philosophique de ce test à partir de son étude ordonnée. Donc il n'y a pas de questions. Il est au four et au moulin, il doit bâtir une analyse, il doit cogiter comme vous le dites très bien. Et si on revient à ce qui détermine le choix d'un sujet, lorsque j'ai parcouru la lecture des 3 sujets, et ce parcours doit me prendre 15 minutes en tant que candidat. Et la répartition de ces 15 minutes, ce n'est pas une répartition équitable. C'est-à-dire on ne doit pas consacrer 5 minutes pour le premier sujet, 5 minutes pour le deuxième et 5 minutes pour le troisième. Non, on doit prendre 5 minutes pour la lecture des 2 sujets de type citation et 10 minutes pour la lecture du sujet de type commentaire ou le test, parce que le test est volumineux, c'est maxi 15 lignes. Donc on ne doit pas répartir de façon rationnelle et équitable le temps. Qu'est-ce qui doit me pousser donc à choisir un sujet en tant que candidat? Lorsque j'ai fini la lecture des 3 sujets, je dois porter le choix sur le sujet qui me dévoile, qui me fait la révélation des informations scientifiques qui me sont familières. C'est-à-dire un sujet qui ne m'inspire rien, qui ne me dit rien par rapport à ce que j'ai passé toute l'année à faire. Je dois laisser ce sujet tranquille. Mais le sujet qui révèle en moi des informations scientifiques qui me sont familières, peut-être j'ai déjà eu à traiter le sujet, peut-être j'ai déjà eu à faire la même chose différente. Je dois donc savoir que j'ai affaire à quelque chose qui me donne déjà des informations qui sont en moi. Je choisis donc ce sujet. Vous avez choisi le sujet. Et comment faire donc pour le comprendre? Parce qu'il y a des questions pièges. Très bien. Les sujets peuvent se ressembler, mais le fond, c'est pas trop ça. Juste le fait d'enlever peut-être le point d'interrogation. Voilà, il y a ça qui change. Oui, il faut déjà attirer l'attention des candidats sur le fait que il ne faut pas se lancer sur un sujet par mimétisme parce qu'on a eu à faire la même chose différente. La même chose différente n'étant pas toujours la même chose. Oui, monsieur, comment comprendre le sujet? D'accord. Lorsque j'ai mon sujet devant moi, j'ai porté le choix sur le sujet. Qui vous a donné des informations familières. Voilà. Maintenant, comment je dois faire pour comprendre ce sujet? Je commence d'abord par décrypter les mots-clés du sujet. C'est-à-dire, je dois expliquer les mots-clés, l'explication des mots-clés. C'est un brouillon, c'est ça? Au brouillon, c'est un travail préalable au brouillon. Et je dois tenir compte du contexte d'usage des mots, parce que chaque mot, les termes sont polysémiques. Il suffit qu'on utilise un terme dans un contexte autre. Voilà.
pour que ça dénature complètement la nature de ces mots. Donc les élèves doivent être assez vigilants pour savoir que le mot est utilisé ici au sens figuré ou au sens propre. Et comme la littérature philosophique est une littérature un peu complexe, l'art d'architecture conceptuelle fait en sorte que les mots ne désignent pas nécessairement ce que nous connaissons quotidiennement. Donc, après l'explication des mots-clés, l'élève passe à la reformulation du sujet. Il reformule le sujet en ses propres termes. Donc, il reformule le sujet. C'est à partir de la reformulation qu'il saura qu'il a pu décrypter, qu'il a pu compris le sujet. Et déceler le problème. Lorsqu'on essaie de réécrire ce qu'on a compris à sa propre manière, parce qu'on peut se tromper, non? Oui, c'est un indicateur impératif, parce que dans la rédaction de l'introduction, lorsque l'élève restitue le sujet, il doit pouvoir l'expliquer en d'autres termes avant de ressortir le problème. Vous comprenez? Si nous prenons un exemple simple, on leur a donné un sujet simple à l'épreuve 0, doit-on remplacer la philosophie par la science? Est-ce qu'il faut remplacer la philosophie par la science? Il faut être en mesure de définir philosophie et science. De sorte qu'en restituant le sujet, on donne la reformulation qu'on a pu donner au sujet avant de faire jaillir le problème philosophique. Justement, le problème philosophique, c'est ça le problème. Comment est-ce qu'on fait pour déceler ce problème? Le problème et la problématique, parce qu'il faut dire que c'est deux choses différentes. Oui. Très bien. Déjà, la définition du problème, c'est quoi? Le problème, c'est ce qui fait problème. C'est le point de désaccord. C'est-à-dire, on n'arrive pas à s'entendre parce qu'il y a un problème. Et il faut dénicher, dépister ce problème. Donc, en des termes faciles, l'élève doit pouvoir dire cette interrogation, ce sujet pose le problème de. Et il nomme le problème. L'utilité de la philosophie. Une phrase déclarative. Une phrase déclarative. Parce que quand c'est à la forme interrogative, ça suscite encore le doute, alors qu'on doit pouvoir nommer le problème. Ce sujet pose le problème du rapport entre philosophie et science, problème de la valeur de la science. Mais maintenant, comment faire pour découvrir le vrai problème du sujet? Il y a les indicateurs. Si vous avez un sujet qui pose le problème de la nature, par exemple, vous aurez la récurrence dans le sujet de l'auxiliaire être. La philosophie est. Vous voyez, ça pose le problème de la nature. Donc, il y a tous ces indicateurs. Quand il y a deux concepts dans un sujet, c'est qu'on aura affaire à un problème de rapport entre les deux notions. Ça peut être la vérité, ça peut être l'origine, le but. Donc, tout dépend de l'allure que le sujet prend. Et de façon intelligente, l'élève doit savoir dans quel registre le sujet est en train de nous installer. Et il va donc dépister le problème. Et maintenant, la problématique. Très bien. La problématique, c'est la phase la plus délicate et c'est même le cœur de l'introduction d'une dissertation. La problématique, c'est d'abord quoi? C'est un ensemble de questions qui permettent de savoir que la thèse contenue dans le sujet est une thèse en crise. C'est-à-dire que nous ne sommes pas totalement d'accord sur le fait que le sujet nous dévoile une réalité. Tout à fait. La philosophie est-elle une science? Ça, c'est un exemple simple. Si on pose le problème de la nature de la philosophie, rapport entre philosophie et science, maintenant au niveau de la problématique, il y a plusieurs manières d'articuler la problématique. Il y a une école qui voudrait que la problématique contienne 3 questions. La première question orientant la thèse, la deuxième question orientant l'antithèse et la troisième orientant la synthèse. Sauf que lorsqu'on est habitué à le faire, les élèves confondent la problématique au plan. Or, le plan problématique, ce n'est qu'au moment où la problématique est bien menée que l'élève peut se passer du plan. Mais le plan reste une partie à part entière du devoir
qui ne se confond pas à la problématique. La méthodologie. La méthodologie. Très bien. Donc, la première question nous installe au cœur de la thèse. La deuxième nous indique l'orientation de l'antithèse. Et la troisième question, la synthèse. Et aussi, il faut dire que l'antithèse n'est pas le contraire de la thèse, c'est ça? Pas nécessairement. Parce qu'il y a des sujets qui ne nous obligent pas à faire une contradiction radicale, oui, mais de trouver juste une faille, une limite ou un paradoxe inhérent à la thèse implicite du sujet. Je voulais savoir comment on fait pour comprendre un sujet de type question. Très bien. Les sujets de type question sont appelés sujets ouverts. Oui. Oui, parce Question que ouverte. question ouverte. Oui. Parce que l'élève doit exprimer sa sensibilité et il doit partir de la conception de l'homme vulgaire. Oui, c'est-à-dire l'homme de la rue. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il pense de la question? Après, il aborde le point de vue de l'initié. Ça, c'est déjà l'antithèse. C'est-à-dire le point de vue du vulgaire, c'est à la thèse. Le point de vue de l'initié, c'est à l'antithèse. Et le point de vue de l'expert, au niveau de la synthèse. Donc, voilà comment ça se passe. Question. Oui. Bon, c'est un test avec des questions? Non, Ou bien ce sont des questions c'est une question posées? ouverte. Peut-on accéder au pouvoir par la violence? Ça, c'est un sujet de type question. Ok. Et la logique voudrait que, pour ne pas compliquer la tâche, pour ne pas se compliquer la tâche, Oui. le candidat doit répondre par l'affirmative pour être au cœur de la thèse. On peut accéder au pouvoir par la violence. Et il cherche les arguments pour étayer ce postulat des auteurs pour illustrer. Voilà, justement, parlons Très bien. de ces arguments. Est-ce qu'il est nécessairement obligatoire de citer, d'avoir des citations et de citer Des auteurs. des auteurs ou alors les paraphraser? Très bien. Ne confondons pas les choses. L'argument, c'est une chose. L'illustration, c'est une autre chose. Oui. Lorsque j'ai dit on peut accéder au pouvoir par la violence, ça c'est une idée, c'est un postulat. Pour quelle raison l'argument vient? Dans la mesure où, ça c'est un exemple, à un moment donné, le peuple peut crier un ras-le-bol et dire que non, celui qui est là, il n'est pas légitime, Oui. il faut recourir aux moyens un peu draconiens pour le faire partir. On cherche donc l'argument pertinent qui nous permet de dire que la violence est légitime en politique. Ça, c'est l'argument. Oui. Je développe l'argument pour illustrer maintenant, je fais allusion à un auteur. Vous comprenez? Je Il va peux- dans le même sens de ce Oui, que la violence... Voilà, je peux prendre à mon compte Machiavel, parce que le prince de Machiavel Oui. est très illustratif pour cela. Oui. Et quand tu as dit s'il faut paraphraser ou citer textuellement, le candidat qui cite un auteur textuellement en ouvrant les guillemets et en fermant, c'est la preuve de la maîtrise de l'auteur. Voyez, le correcteur saura que non, son collègue n'a pas passé le temps à crier pour rien, l'élève a assimilé les auteurs par rapport à celui qui paraphrase. La paraphrase, c'est déjà une dénaturation en quelque sorte de la pensée de l'auteur. Mais Parce est-ce qu'il est que conseillé de quel que soit paraphraser votre- ou alors de citer? Il est conseillé de citer. C'est mieux de citer. Par Et rapport si à on ne connaît pas, parce qu'en même temps, on ne connaît pas toutes peut les se citations. tromper. Ou alors, on peut connaître À moitié. On peut connaître la citation, mais à moitié. Oui, voilà. La paraphrase n'est qu'un moyen de bord pour ne pas Lorsqu'on afficher au grand jour son aveu de défaite. C'est-à-dire, c'est quand... On me connaît le début, on oublie la fin. Donc, c'est conseillé de citer. Oui. Oui. Parfois, monsieur, on peut connaître Le début. l'auteur. Non, on peut connaître la citation, mais pas l'auteur. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je vous comprends très bien, parce que lorsqu'on permet aux élèves de le faire, de la première jusqu'à la dernière citation, on va inventer les contemporains. Voilà, Un contemporain a dit, un contemporain. Bon, et ça témoigne de la pauvreté de la mémoire chez nos enfants. Non, on ne peut C'est-à-dire pas... que les jeunes ne lisent pas. Les jeunes ne lisent pas. Ah, oui, j'ai fait, L'élève qui a pris le soin tout au long de l'année d'élaborer ses fiches de lecture par chapitre, Oui. je ne vois pas quel chapitre peut poser plus de 3 problèmes. Lorsqu'on l'élève a identifié le problème dans sa fiche de lecture, problème de l'existence d'une philosophie africaine,
Il n'a qu'à soutenir la thèse de l'existence en l'accompagnant d'un auteur. La thèse de l'existence d'une philosophie africaine. Basile Fouda, par exemple. La philosophie nègre doit se transmettre à travers les âges. Un auteur contre qui remet en cause l'existence d'une philosophie africaine. Ça peut être Bénézin John Moller. J'ai dit qu'il n'existe pas de philosophie dans les proverbes. Tu passes au deuxième problème. Donc, c'est en parcourant les chapitres, en identifiant les problèmes et en les accompagnant des auteurs que l'élève peut s'en sortir. On ne peut pas demander à un élève d'avoir toute une bibliothèque des auteurs dans sa tête. Un sujet de type citation. Très bien. Le sujet de type citation, c'est un sujet fermé. Parce que dans la démonstration, l'élève doit porter le costume de l'auteur. C'est-à-dire, il doit mettre dans la peau de l'auteur. Dans la peau de l'auteur. Ça veut dire qu'il devrait d'abord soutenir ce que l'auteur dit et par la suite trouver des limites. Très bien. C'est-à-dire, il présente d'abord la pensée de l'auteur comme une formule mathématique. On prend un exemple, monsieur. Oui, l'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt. C'est de Jean-Jacques Rousseau. Très bien. Et c'est une pensée de Jean-Jacques Rousseau. L'homme n'est bon, la société le corrompt et le rend méchant. Voilà. Très bien. Je dois d'abord expliquer qu'est-ce que Jean-Jacques Rousseau veut dire par là. Oui. L'homme n'est bon. La bonté naturelle de l'homme s'explique par quoi? Par le fait que l'homme a des bonnes disponibilités. L'homme a des bonnes dispositions à être altruiste dès la naissance. C'est-à-dire il a le sens de l'humanisme en lui dès la naissance. Oui, très bien. Mais au contact de la société, cette bonté devient un peu compromettante. Parce que les relations avec autrui sont les relations d'ordre conflictuel. Chacun pense d'abord à lui. Et dans cet égocentrisme, cet égoïsme, la société devient un obstacle. Là sont des limites. Pas déjà des limites. C'est-à-dire, je rends compréhensible la pensée de Rousseau. En fait, pourquoi la société nous dénature? Pourquoi la société nous rend-elle méchants? Vous comprenez? Parce que dans la société, je dois m'exprimer. Et en m'exprimant, je rencontre l'adversité. Et cette adversité dénature la bonté naturelle avec laquelle je suis né. Et je cherche donc à vivre en cherchant à refléter l'image que la société me rend. S'accommoder comme tout le monde. Très bien. Donc, on commence par expliquer la pensée de l'auteur. Oui. Dans quelle mesure le dit-il? En quel sens cela est-il pertinent? Avant de chercher maintenant une illustration par un auteur qui va dans le même sens que Rousseau. Et généralement, dans un devoir, si on a la thèse, l'antithèse et la synthèse, combien de citations pourrait-on avoir à la thèse, combien de citations pourrait-on avoir à l'antithèse et combien de citations devrait-on avoir à la synthèse? Très bien. Pour un bon équilibre du devoir, parce que la philosophie aime la trilogie, c'est-à-dire 3 parties pour chaque rubrique. Et déjà, l'introduction, corps du devoir, conclusion, c'est la trilogie. Et on voudrait que dans le squelette de la dissertation, on puisse percevoir cette trilogie, c'est-à-dire au niveau de la thèse. Si l'élève est tellement ingénieux, il peut présenter 3 arguments, ne serait-ce que pour la thèse. Le premier argument, il explique et il illustre par un auteur. Et s'il est en panne d'auteur, il peut prendre un exemple historique, pas un exemple du style Cartier. Parce que lorsqu'on prend un exemple du style Cartier, on ressent cela au niveau du registre des langues qui va baisser d'intensité. Deuxième argument, il explique, il rend compréhensible, il illustre par un auteur ou par un exemple. Il y a deux Troisième auteurs. argument, la même chose. 3 auteurs. Très bien. Et Comme ça pour tous les 3, pour thèse, antithèse, synthèse. 3 auteurs. thèse, antithèse. Thèse, antithèse. Thèse, antithèse. 3 arguments pour la thèse, 3 arguments pour l'antithèse. Il y a aussi Pour un 3 bon citations. équilibrage. Il y a aussi 3 citations par... 3 citations. Et si on n'a pas les 3 citations, on peut se servir des exemples. Oui, si on n'a pas un auteur à citer, on prend un exemple qui illustre bien le raisonnement qu'on est en train de mener. Mais 3 arguments, c'est le maxi. Vous comprenez? Il peut se limiter, ne serait-ce qu'aux 2 arguments. C'est-à-dire s'il a 2 arguments pertinents,
Il ne peut pas faire l'effort de trouver un troisième argument qui sera de moindre envergure. S'il a ces deux bons arguments, il s'arrête là. Et à la synthèse, un seul argument est suffisant. Parce que j'ai les motus de correction de l'office du baccalauréat, je ne vois aucunement là où la synthèse a plus d'un argument. Très important. Et l'ouverture du débat à la synthèse? À la conclusion. Généralement, c'est un aspect qui figure à la conclusion. C'est-à-dire, quand on a fini de rédiger la conclusion, on pose une question pour ouvrir ou élargir le débat. Laisser les autres penser. Oui, c'est interdit. Je le dis aux candidats. Ah bon? Oui, le nouveau livre de philosophie au programme, le livre de l'inspecteur national Ngouama Banda. Il a mis notamment s'abstenir d'élargir le débat. Quand il a trop compris, quand tu veux élargir. C'est interdit. Donc, on espère quand même que tout au long de l'année, les professeurs ont pu dit aux élèves. Prenons le soin de le dire. Oui. Et que le discours des salles de classe, il y a les discours des grands répétiteurs qui nous dépassent. Vous comprenez? Ouvrez, est-ce que vous pouvez ouvrir quand même? Ouvrez. Non, c'est ça. Mais c'est terminé, vous avez dit, on n'ouvre pas le débat. On n'ouvre pas le débat à la conclusion. Okay. On avance, Pidi. Alors, comment est-ce qu'on se comporte face à un commentaire de philosophie qui, moi, semble être le sujet le plus difficile, en fait, pour moi? Le commentaire. Le commentaire philosophie, vous pensez que c'est difficile, mais j'ai réalisé une expérience cette année. Oui. Les élèves aspirent déjà de plus en plus à cela. Commenter. Parce que la petite psychologie permet de comprendre qu'ils ont déjà un corps de test, un corpus devant eux, ils ont de la matière première. Alors qu'en dissertation, il y a rien. Tout accoucher. On doit tout enfanter. Le test étant déjà là, ils se disent qu'ils peuvent se servir des phrases pour essayer d'expliquer. Or, le commentaire ne se limite pas seulement aux simples explications. Lorsqu'on se verse tellement dans des explications, on fait dans la paraphrase. Or, le commentaire... C'est un copie même le test. Hein. Très bien. Donc, pour entrer au cœur de la méthodologie du commentaire, au niveau de l'introduction, l'élève doit situer le passage, dire dans quel ouvrage le test est extrait et préciser l'intention philosophique de l'auteur. Est-ce un auteur idéaliste? Quel est le cheval de bataille de l'auteur dans l'œuvre? Il doit le signaler, il doit le signifier. Et après, il identifie le thème du test. Parce que le test qu'on donne a toujours une affinité avec un chapitre au programme. Ça peut être la culture, ça peut être l'art, ça peut être le développement. Donc, l'élève doit donc dévoiler le thème du test. Après le thème, il y a le problème philosophique que le test pose. Et l'auteur apporte une solution à ce problème. C'est la thèse de l'auteur. Après la thèse de l'auteur, on problématise cette thèse pour dire que cette thèse n'incarne pas la vérité absolue. C'est une thèse qui a des limites. Et le corps du devoir s'ouvre par l'évocation des articulations du test. Le test est divisé en combien de parties? Le candidat doit signifier cela en début d'explication analytique, avant d'entrer dans l'explication analytique proprement dite. Et à l'explication analytique, donc, le candidat doit d'abord repérer les propositions essentielles du test. C'est-à-dire, il ne doit pas seulement faire une explication linéaire en expliquant chaque phrase. Non, il repère les propositions essentielles. Et ce sont ces propositions essentielles qui vont s'évertuer à expliquer, à interpréter et à illustrer. Alors, quand il a fini la phase analytique, c'est la phase de la réfutation. Le test de l'auteur, on doit essayer de le dépasser, de dépister les limites de la thèse de l'auteur, du test de l'auteur. Donc, ça peut être l'absence de réalisme. L'auteur peut dire les choses dans son test, mais qu'on ne découvre pas au quotidien, qui ne se ressent pas. Et la dernière phase, c'est la réinterprétation. Après avoir critiqué, on va donc dévoiler les mérites du test de l'auteur avant de passer à la conclusion où on va faire le rappel du problème, le rappel de la thèse, le rappel de la réfutation et le rappel de l'intérêt philosophique, sans ouvrir le débat.
Vous avez parlé avec Fidji tout à l'heure d'auteurs. Il faut la thèse, il faut les auteurs, il faut l'entité des auteurs. Est-ce que ça suffit simplement de citer les auteurs pour se dire que bon d'accord, j'aurai une moyenne? Est-ce que ça suffit? Ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas seulement de citer pour avoir Pour citer les auteurs, pour s'attendre une note. Oui. Lorsque le travail devient un amas de citations, c'est un aveu de faiblesse. À chaque mot. Mais finalement, à chaque mot, une citation, chaque mot, une citation. On ne vous ressent pas, alors que vous devez déployer un raisonnement personnel. Et soutenir avec l'auteur. Et soutenir, l'auteur ne vient qu'en renfort. Ah bon? Vous voyez, donc l'auteur, c'est comme l'été qu'on met sur le bananier. Et même pour citer un auteur, il faudra bien que ça cadre. Quand ça cadre aussi. Oui, avec L'auteur, la citation d'un auteur vient à point nommé Juste pour aider. pour aider. On disait avant de partir en première partie d'émission, permettez-moi la répétition, que lorsqu'on a eu à prendre ces leçons et qu'on arrive, on est stressé, c'est l'examen, c'est pas la même chose qu'en classe, et qu'on a un trou noir, on fait comment? Le stress nous envahit, on commence à voir la même boîte, on gère ça comment? Cela peut être dû à la complexité d'un sujet qu'on a choisi. Et le conseil que nous donnons, c'est que l'élève doit être son premier psychologue lui-même. Oui. Il doit savoir que l'examen n'est pas une rancune, c'est une occasion de confirmer ses aptitudes et qu'il doit savoir qu'il n'y a pas une grande différence entre l'examen et les 5 évaluations qu'ils ont eu à faire tout au long de l'année. Très souvent, le centre d'examen n'est pas très éloigné. Oui, c'est pas pour tous les établissements. Il rencontre des camarades qu'il a l'habitude de rencontrer au quotidien. Oui. Des professeurs qui l'ont tenu tout au long de l'année sont là. Oui. Donc, il n'y a pas de Ne sont paniqués alors. Alors, j'ai votre élève qui envoyé un message. Bonjour, monsieur Ngapout, je suis votre élève au lycée de Newbel de la terminale A4. Je voudrais savoir si annoncer le plan est obligatoire. C'est Wanji qui envoie le message. Le plan n'est pas obligatoire à condition que la problématique soit bien élaborée. Si la problématique porte déjà les germes de l'antithèse, de la critique, Oui. l'élève peut se passer du plan pour éviter la redondance ou bien la faiblesse stylistique dans les lignes qui suivent. Vous allez me sentir et consort. Bon, il peut sursoir cela. Ok.